Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Don't Lie with Eli. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme multiculturelle, active et férue de mode. Elle est la fondatrice de ce rendez-vous annuel incontournable, le Labo Ethnique. Elle nous a fait le plaisir d'être à nos côtés aujourd'hui. Cette invitée, c'est Yvette Taille. Allez, c'est parti! Bonjour Yvette, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien et toi? Super, merci. Alors avant de commencer l'interview, nous avons un rituel dans l'émission qui est celui de boire ce sérum de vérité, afin que tu dises toute la vérité, rien que la vérité. Écoute, d'accord, merci. C'est bon, tu es prête? Prête à dire toute la vérité. Lorsqu'on te regarde, on voit un métissage incroyable. Donc je crois que tu viens du Congo, tu as des origines asiatiques. Tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je viens du Congo, effectivement, du Congo ex-Zaïre, par ma mère. Et mon père, il est eurasien, chinois, français. Donc voilà, je suis un métissage, je suis une métisse afro-eurasienne par mon père et par ma mère. D'accord. Voilà. Et je suis parisienne parce que je vis en France depuis 26 ans. 26 ans, d'accord. Ouais. Ok. Tu n'as jamais vécu au Congo? Si, je suis née à Kinshasa et grandi à Paris. Depuis 26 ans, je suis ici. Voilà, donc ça fait un petit moment que je suis née. Alors, tu as créé il y a déjà 6 ans une association qui s'appelle Afrique Event. En quoi consiste-t-elle? Alors, au départ, j'ai créé cette association Afrique Events. C'était dans le but de faire la promotion des artistes plasticiens. On a fait un test avec un événement qui s'appelait Congo sur scène avec 2 collègues à moi, 2 compatriotes. Mais c'était vraiment une nostalgie, mettre en avant des artistes peintres à l'hôtel de ville de Paris. On a réuni beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes, beaucoup de presse. Et beaucoup d'artistes talentueux, des renoms, des artistes reconnus à Kinshasa, au Congo en tout cas. On a réuni ces artistes-là, ça a vraiment fait un succès. Et par la suite, voilà, c'était par nostalgie, mais ma passion à moi, avant tout, c'était quand même la mode. Et d'où te vient justement cette passion de la mode? Alors cette passion de la mode me vient de très loin. Étant petite, je voulais être créatrice, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens pour faire une école de mode en France. Quand je suis arrivée à Paris, donc, je me suis dirigée vers le tourisme, où j'ai travaillé comme salariée pendant 13 ans pour un très grand groupe. Mais ma passion, c'était la mode. Et comme je n'avais pas non plus accès à toutes ces écoles de mode, à ces défilés, ces grandes maisons de couture qui font leurs défilés, donc je me suis tôt ou tard, je créerais ma propre collection ou je créerais mes propres défilés. Et en plus, j'ai remarqué qu'à Paris, où je vis depuis 26 ans, je ne voyais pas de créateurs afro de la diversité présenter leur collection pendant les Fashion Week ou bien présenter leur collection sur des podiums, sur des grandes scènes où on ne les voyait pas, on ne connaissait pas leur boutique, leur lieu. Donc pour acheter chez un créateur de la diversité, il fallait traverser tout Paris, aller jusqu'à chez lui, c'était compliqué. C'est toujours compliqué aujourd'hui, je le sais, mais donc c'est comme ça que le laboratoire de la mode a commencé. C'est vraiment créer une plateforme qui nous permette à nous tous de pouvoir aller dans une boutique, rencontrer ces créateurs-là. Alors le Labo Ethnique regroupe des créateurs venus du monde entier qui sont en quête d'une visibilité. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est le rendez-vous numéro 1 en fait de la mode internationale. C'est-à-dire qu'effectivement c'est un salon qui est précurseur en France, à Paris. Le salon de petite taille, on est une soixantaine, presque 100 exposants, 100 créateurs. C'est un lieu de rendez-vous parce que tout le monde vient retrouver ses créateurs, découvrir ses premières fois, parce que c'est la première fois qu'ils défilent sur Paris. Certains sont quand même ont déjà des visibilités, sont confirmés, établis. Certains sont connus dans leur propre pays déjà, ou bien à Londres, à New York, à Milan, sans gêne, sans complexe, ils défilent. Mais certains sont confirmés et d'autres sont émergents, mais connus ou pas connus dans leur pays. Certains oui, certains non. Donc nous, vraiment, à Paris, c'est la première fois qu'ils défilent, la première fois qu'ils exposent également. Et c'est un lieu de rendez-vous, donc ça permet aux visiteurs qui veulent les découvrir de venir voir des créateurs les plus talentueux qui existent sur la planète, de plus en plus. Et donc on fait un choix très sélectif. Et donc nos créateurs confirmés, on a vraiment des créateurs qui sont capables de vendre sur le marché français. C'est quand même notre première cible, c'est le marché français. On appelle les acheteurs français et la presse nationale pour venir que ces créateurs-là puissent aller vers cette conquête du marché français. Et deuxièmement, il y a aussi des concours. On fait cette année, pour 2013, on prépare des concours des créateurs émergents avec des prix bien spécifiques pour les aider à développer leur marque. Donc le public qui vient là, qui vient au salon, c'est des gens qui aiment la mode, des gens qui sont dans la mode, des prescripteurs de mode, c'est des gens de la presse, des visiteurs, des amateurs de mode. C'est une fois par an et voilà, c'est ouvert au grand public.
pendant les 3 jours et aux professionnels pendant une première journée, pendant le vendredi soir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? Il y a le défilé d'un côté, mais il y a aussi on peut trouver des accessoires parce qu'il y a des stands. Pour 2013, on a prévu de faire le vendredi, ça sera juste ouvert au privé, 10 créateurs qui vont défiler pendant 50 minutes. Donc une soirée bien privée. Samedi, dimanche, on retrouve des expositions, des ventes, accessoires mode, des bijoux, des sacs, vraiment tout, de tout sur la mode qui plaît aux hommes et aux femmes, aux enfants également. Ça c'est pour samedi dimanche. Il y aura aussi un concours, ce concours de prix pour le créateur. Et voilà, ça sera. Et puis des conférences, on prépare aussi des conférences entre acheteurs et créateurs pour qu'ils puissent un peu discuter des problèmes que rencontrent les créateurs. Voilà. Et également des conférences sur les investisseurs, les mécènes vers les créateurs. D'accord. C'est des choses qu'on a préparées pour 2013. Et nos visiteurs sont vraiment de tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est un public ouvert. C'est ouvert à tout le monde et c'est vraiment une fois par an. Alors vous êtes combien exactement dans ton équipe? On est une base de 5. On peut dire, quand on prépare l'événement, on arrive à 10. Puis le jour de l'événement, on est à 100 personnes. On est 100. Il faut savoir que la Boetnik, c'est quand même aussi un incubateur. Non, c'est 3 jours. Les gens se rencontrent, les mannequins rencontrent des gens, des partenaires, les coiffeurs, les maquilleurs, les hôtesses, la presse. Tout le monde rencontre tout le monde. C'est un lieu de connexion. Tout le monde rencontre tout le monde pour trouver un travail demain, pour trouver un partenariat, une collaboration. Mais nous, en tout cas, l'équipe, on arrive à 100. On est 100 personnes dans le staff, en tout cas, pendant 3 jours. Comment tu fais justement pour gérer une telle équipe? Je travaille avec François Coquille, mon mari, qui est mon premier partenaire, avec Joe Dunoyer, qui est de Gémeaux Productions, mon associé. Depuis, donc on est tous les 3, on est vraiment les 3 associés. Puis il y a Naki Prod avec Alvina Karamoko. Qui chorégraphie le show? Voilà, qui s'occupe de toute la partie chorégraphie, les mannequins, le show. Voilà, c'est elle qui dirige cette partie-là. Et Corinne Cougis qui s'occupe de toute la partie habillage. D'accord. Qui s'occupe des habilleuses, comment apprêter les mannequins pour les mettre en avant ensuite sur la scène. Alors comment justement avec ton équipe vous sélectionnez les créateurs qui vont défiler chaque année? Nous, ce qu'on cherche chez nos créateurs, on veut des gens qui font qui soient créatifs, qui nous apportent quelque chose d'innovant. Parce qu'on est à Paris. Paris, c'est quand même une capitale qui définit la mode, qui donne le point de départ de la mode. C'est un label à Paris. Donc, on veut des créateurs créatifs, qui font une bonne finition, une bonne fabrication, une créativité, quelque chose de commercial, de prêt-à-porter, de facile à vendre. Et voilà. Alors, pour le plaisir des yeux et des fashionistas, on va regarder quelques images du La Boetnik qui s'est déroulé il y a quelques mois. On regarde tout de suite. Alors on vient de voir les images de ce La Boetnik qui s'est déroulé au mois de juin dernier. Il y a des filles magnifiques, des créations superbes. Combien de temps vraiment ça prend pour organiser un tel événement? Parce que c'est quand même l'événement incontournable de l'année où tout le monde se presse. Ça prend au départ, ça prend 6 mois. 6 mois? Ça prend 8 à 6 mois. Parce qu'on a déjà une base de travail aujourd'hui, on a déjà des fichiers qui sont déjà prêts. Les créateurs viennent c'est eux qui nous envoient les dossiers, les prestataires, les partenaires viennent à nous aujourd'hui. Ah, c'est super. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Bon, c'est pas plus facile, hein, c'est un autre travail, mais beaucoup plus intéressant qu'au début, puisqu'on n'a plus le travail de la recherche, de chercher les créateurs, puisqu'on sait où les trouver aujourd'hui, on attend, on regarde, on sélectionne, on nous envoie des CV, leurs books, on regarde ce qu'ils font, leur travail, les ambitions aussi qu'ils ont, parce que c'est aussi ça qu'on veut voir. C'est pas un créateur qui fait une création, puis demain il fait de la musique, demain il fait autre chose. D'accord, oui. Quelqu'un qui c'est sa vraie vocation. Quelqu'un qui est impliqué, parce que si demain, parce qu'aujourd'hui nous on a fait un travail de promotion, on est des promoteurs de talents de mode,
Mais demain, si on peut créer un service de développement de produits, c'est pour ça qu'on cherche des créateurs qui sont prêts aussi à vendre. Si demain on peut développer un talent provincial ou caribéen, qu'importe, si demain on peut le développer dans notre service, tant mieux pour nous, c'est quand même du business qu'on veut faire derrière aussi. D'accord. Alors, labo ethnique, donc labo pour laboratoire et ethnique pour le côté quoi? Exotique, afro-caribéen? Ethnique pour le côté multiculturel. Tout le monde, les ethnies, ça parle pour tout le monde, c'est pas seulement pour les afro-caribéens, ça parle pour le monde entier. Donc c'est un laboratoire de plusieurs ethnies en fait, qui viennent présenter leur mode. D'accord. C'est ça le mot ethnique, pour quand on dit labo ethnique fashion weekend. C'est vraiment le mot ethnique, c'est notre force, c'est les ethnies du monde en fait. C'est pas la mode ethnique, c'est pas ça, c'est pas la mode afro, c'est pas la mode caribéenne, c'est la mode ouverte à tout le monde. C'est un salon métis, c'est un salon multiculturel, on est vraiment dans l'arc-en-ciel, on est là, le public est métis, les créateurs, les invités, les mannequins, c'est ouvert. On ne défend pas une race, on défend les races en fait. C'est complètement mondial. Alors, tu décris le Labo Fashion Weekend comme étant un événement engagé. Dans quel sens exactement? On est engagé dans la mode complètement, dans la mode, dans l'artisanat. Ce qu'on défend aussi, c'est que ces petites marques, en fait, ces petites marques sont aussi sont en face des grandes marques, sont en face des grandes distributions. Tout le problème est là. Aujourd'hui, c'est plus facile pour une femme d'aller chez une grande enseigne que je ne citerai pas, la citer non, parce qu'on sait de qui on parle. Donc c'est pour ça. Si demain on peut aller chez un jeune créateur acheter chez lui, c'est toujours un plus. Donc voilà, c'est une façon aussi de travailler, de défendre l'artisanat. C'est comme le commerce équitable, quelque part. Voilà, j'allais arriver à ça, on défend ça, on défend l'équitable. Voilà. Si demain, si ce créateur, on va dire un créateur africain, vient exposer à Paris, c'est sûr que s'il repart dans son pays, avoir le cachet parisien, qu'il a eu une bonne presse à Paris, une bonne visibilité, des bonnes critiques, ça peut lui ouvrir des portes. Ça peut ouvrir les portes. Dans son pays, en Afrique, en Caraïbes, en Asie, c'est toujours un plus d'arriver à Paris. Alors justement, as-tu un exemple d'un créateur qui a vraiment émergé à la suite du Labo ethnique? Oui, je ne sais pas si c'est la suite du Labo ethnique, mais je vois de plus en plus son nom partout. Je pense à Créane, qui est une marque camerounaise. Aujourd'hui, elle a fait les premiers Labos ethniques, c'était une des premières créatrices qui nous a fait tout de suite confiance. Elle a fait les grands salons du prêt-à-porter avec Labo ethnique. Je pense que les salons du prêt-à-porter lui ont apporté des clients. Elle a sa boutique au Cameroun. Je sais que ça va très bien pour elle. Elle a fait un grand défilé. Elle a fait dépasser tout le monde. Je pense que ça a dû l'aider dans ses démarches de développement de choses, de l'expérience en tous les cas. Je pense à Alex Rotin aussi, qui a travaillé avec nous, même en tant que directeur artistique. Aujourd'hui, il y a quand même une boutique à la rue Saint-Honoré. Il est très sympa en plus. Et en plus, il vend très bien. Moi, j'ai parlé avec lui dernièrement. Il m'a dit que ses collections sont vendues à des touristes tous les jours. Il vend très, très bien. C'est génial. C'est super. Il y a la marque de Isaac, qui est haïtienne, qui est une marque haïtienne pour hommes. La marque Zacometti, j'ai parlé avec lui également, il m'a dit qu'il vendait très bien, il a fait des très beaux défilés au Labo ethnique. Donc je pense que on n'arrive pas à suivre tout le monde parce que tout le monde ne les rencontre pas, on n'a pas les informations pour tout le monde. Mais oui, ça fait son effet quand même, je pense. Le Labo ethnique, je pense que ça fait son petit effet sur les marques. Et quel est le bilan que tu tires des précédentes éditions, justement? Le bilan, c'est que des beaux souvenirs, c'est beaucoup plus de partenaires, plus de choses, plus d'intérêt. Et on mûrit également. Je me souviens des erreurs qu'on a commises dans les codes de la mode, les codes d'introduction de beaucoup de choses et les codes comment développer les marques. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs. Et là, ça nous fait que nous enrichir pour corriger ces erreurs. Et pour 2013, on se sent bien en tout cas. Et pour 2014, on a de très gros projets qui se préparent prochainement encore. Est-ce qu'on aura des actus? Ouais, ça va venir. Des scoops du moins? Est-ce qu'on aura des scoops? Pas tout de suite, mais là pour l'instant, ça se ficelle des choses très intéressantes. Et 2015, et voilà, 2016. Donc voilà, c'est qu'en bonne voie en tous les cas. Alors, comme je te disais tout à l'heure, pour organiser un événement comme celui-là, donc ça demande du temps, mais ça demande aussi des partenaires et des investisseurs. Est-ce que ça a été difficile, de par la conjoncture actuelle de crise, de pouvoir avoir des investisseurs et des partenaires qui te suivent sur ce projet-là? Oui, c'est très difficile, mais je pense que c'est même pas une question de crise. Avant la crise, c'était toujours difficile, parce qu'on a commencé en 2007, c'était difficile. C'est toujours difficile parce qu'on est un pays en France, tout est difficile et tout est très lent. Donc c'est juste, je pense que ça, la crise n'a fait n'a pas arrangé les choses. Mais voilà, il n'y a pas que la France en tant que partenaire, il faut trouver d'autres partenaires extérieurs également. Et puis voilà, on arrive à se produire et c'est très dur, mais on garde le courage et on y croit.
Il faut travailler avec on est nombreux sur la Terre, il faut travailler avec des gens qui croient en vous, qui croient en votre travail, qui croient à ce créneau et qui croient à la mode du monde. Donc, qui croient à ces jeunes créateurs. Il y a vraiment un créneau très intéressant. Et c'est une très bonne visibilité pour communiquer sur n'importe quel produit. D'accord. Que ce soit des produits de magazines, de mode, de beauté, c'est n'importe qui peut communiquer. C'est un événement qui draine quand même entre 7 à 8 000 visiteurs pendant 3 jours. Ah ouais, quand même. Je pense que ça peut être que communicatif pour un produit. Alors justement, tu parlais de créneaux. On a pu voir récemment la première édition de la Black Fashion Week à Paris. Qu'est-ce qui vous différencie en fait? Là, ce qui nous différencie, c'est que la Black Fashion Week, c'est un événement qui est itinérant. Donc déjà, on se complète. Nous, on arrive juste derrière en disant, ben voilà, vous avez vu la Black Fashion, vous avez vu les créateurs qui ont eu la Black Fashion. Il y a une très bonne visibilité, une très bonne communication sur la Black Fashion. C'était bien situé. Et c'était très bien situé. Nous, on passe sous cette vague, on monte sur la vague de la Black Fashion. Donc c'est un plus pour nous. La Black Fashion nous a poussés, bien sûr. Merci Adama. Merci Adama. Alors, les scoops pour l'édition prochaine de 2013. Les scoops, on sera annoncés pas tout de suite, parce que pour l'instant, on est dans les préparatifs. Oui. Mais on prépare un showcase juste 2 mois avant l'événement, 2 mois avant le salon. Et dans ce showcase, on vous annoncera toute la liste de nos créateurs. Parce qu'on attend 70 créateurs. 70, oui, 70 créateurs. Chaque année, ça augmente? Oui. Donc on attend, tout le programme sera annoncé en 2013. Et ça sera toujours au mois de juin? Oui, toujours au mois de juin, même espace, à l'espace des Blancs Manteaux. Et, donc on a un très bel espace de 2500 mètres carrés. Et oui, donc ce sera au Blancs Manteaux. Donc vous avez entendu, prenez votre rendez-vous au mois de juin 2013 à l'espace des Blancs Manteaux. La date vous sera communiquée très prochainement. Et je pense que Yvette compte sur vous pour venir découvrir les créateurs qui feront la mode de demain. Alors là, on va passer à la partie de l'interview la plus soft, la plus cool. Tu dois répondre sans réfléchir. D'accord. Quel est ton créateur idéal? Moi, j'admire Azzedine Alaïa. Pourquoi? J'adore ses finitions, j'adore ses coupes. Ton travail m'impressionne. Le plat que tu réussis le mieux? Poulet fumé au wok. Poulet fumé au wok? Ça a l'air bon, ça. Tu vas nous piments, préparer ça un jour? Des petits piments rouges, piments thaïlandais. Quel conseil pourrais-tu donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans la mode? Alors le conseil que moi je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la mode, d'être bien entouré, la famille, les amis, si on peut suivre une bonne école, et c'est une bonne formation, une bonne école, et un très bon entourage pour le soutien financier, parce que l'école, mais il faut faire une bonne école, c'est très important l'école de mode. Alors merci beaucoup Yvette d'être venue dans cette émission, ça me fait très plaisir, d'autant plus que tu fais de belles choses, ton événement est magnifique. Merci. Je souhaite longue vie au Labo Ethnique et puis on verra où le vent nous emporte dans la mode. À bientôt, merci. Cette interview est à présent terminée, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, bye bye.